Le président du groupe UMP, le principal groupe au Parlement, là, on est dans un vrai problème, à savoir que Jean-François Copé est rentré dans un groupe d'avocats, des avocats d'affaires, et que donc là, il y a quand même risque de conflit. C'est ce que rappelle dans son livre Martin Hirsch, puisqu'il dit, c'est pire qu'avec le sénateur Serge Dassault, il y a un problème, puisqu'il exerce une influence sur l'ensemble des textes législatifs. Alors du coup, Jean-François Copé, il n'est pas content du tout, et il le dit dans des termes d'ailleurs qui sont un peu étonnants. Écoutez. Martin Hirsch qui n'a absolument rien vérifié d'ailleurs, qui juste balance au Piranhas des noms en se disant moi de toute façon avec la carrière que j'ai auprès d'Emmaüs je risque rien. C'est qu'il se trouve que Martin Hirsch et moi nous avons un point commun que nous avons découvert en parlant de manière d'ailleurs tout à fait sympathique, c'est que ses parents comme mon père ont été sauvés pendant la guerre par des justes. Et qu'en lisant ce livre je me suis demandé si, sans peut-être s'en rendre compte, il se livrait à un exercice de délation qui n'était pas tout à fait à la hauteur de ce que l'on peut attendre de quelqu'un qui a sa qualité. Cette référence à la déportation. Nicolas Sarkozy dans une autre circonstance, il y a des références à éviter parce qu'elles sont honteuses. D'ailleurs, Martin Hirsch a refusé d'entrer sur ce terrain-là. Je crois qu'il a été bien inspiré en l'occurrence. Il est assez blessé d'ailleurs de ces attaques Martin Hirsch. Mais voilà ce qui répond sur plusieurs tableaux, inspiré semble-t-il dans sa croisade par l'abbé Pierre. C'est pas un livre de délation, c'est un livre de proposition. Il n'y a pas de délation, donc je n'ai pas cherché à outer, je n'ai pas cherché à investiguer. Je ne suis allé débusquer personne. Prenez Jean-François Copé, je le balance pas du tout. Je ne l'ai pas outé. J'ai écrit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Non, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'on sait que Jean-François Copé est avocat depuis 2 ans, 2 ans, 3 ans. Alors attendez, il y a quand même un truc important, c'est quoi un conflit d'intérêts? Alors, un conflit d'intérêts, c'est une notion anglo-saxonne qui n'avait pas tellement cours en France. En France, on était sur un autre principe. On considérait que le serviteur de l'État était quelqu'un a priori honnête et qui savait résister à la tentation. Donc il était puni s'il ne résistait pas, était puni pour prise illégale d'intérêt ou corruption, sauf qu'il n'a pas été beaucoup puni ces derniers temps et ces dernières années, et qu'au fond l'opinion trouve ça exaspérant, ne supporte plus ces mélanges d'intérêts, et on l'a vu dans l'affaire Bettencourt-Woerth. Voilà un bon exemple de conflit d'intérêt, point d'interrogation, puisque je vous rappelle, Éric Woerth, donc ministre du budget autrefois, en même temps trésorier de l'UMP, chargé de contrôler les impôts de la seconde fortune de France, pour laquelle travaillait en même temps sa femme. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème. Pour que vous compreniez mieux, Bruce, je vais prendre un exemple qui vous ira droit au cœur. Imaginez un match de foot. Un exemple très simple, parce que je suis pas très malin. Très simple, comme ça vous ne décrocherez pas, vous allez voir. Imaginez un match de foot, France-Allemagne, arbitré par un arbitre allemand. Il y a conflit d'intérêt. Alors je vais vous prendre 2 exemples aussi dans un quiz que donne Martin Hirsch au début de son livre, pour vous montrer à quel point en France c'est la folie. Un député ne peut pas, pose-t-il comme question, pendant son mandat, être avocat d'affaires, être nommé enseignant contractuel ou rester patron d'une holding. Alors à votre avis, quelle est qu'est-ce qui est... C'est quand même pas la deuxième. C'est la deuxième seulement, voilà, c'est être nommé enseignant, le reste c'est pas On peut rester patron d'une holding dont les filiales travaillent pour l'État. C'est dément, et je peux vous dire qu'être avocat d'affaires, il y a 37 avocats parlementaires au Parlement. Vous imaginez, même au ministre de la Justice, ils n'en peuvent plus de ce lobby, parce qu'ils se conduisent comme un lobby. Mais c'est pas étonnant. En tout cas, il y a un vrai problème. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. Moi, j'ai été stupéfait par une de vos réflexions, quand vous avez été mis en cause dans un livre de Martin Hirsch, où, justement, cette histoire de conflit d'intérêts. Bon, il vous met en cause sur une histoire de conflit d'intérêts. D'ailleurs, j'espère qu'on parlera de conflit d'intérêts. Votre réponse, moi, les bras m'en sont tombés. Vous avez dit, ce qu'il fait n'est pas bien, car nous avons une histoire commune, nos 2 familles ont été sauvées par des justes. C'est-à-dire que, vous qui étiez le chantre de l'anticommunautarisme, tout d'un coup vous nous dites un juif n'a pas le droit de critiquer un autre juif. Non, mais ce qui c'est bien qu'on en parle, parce que c'est pas du tout. En tout cas, c'est comme ça que ça a été interprété. C'est exactement ce que j'avais prévu de dire. Marquée, mais alors au coin d'un communautarisme exacerbé. C'est très bien qu'on parle de ça. Non, mais c'est vrai. Et moi je finis ma question en me disant que c'est assez grave comme réflexion, parce que d'abord, je ne pense pas que ça soit digne d'un homme politique de premier plan comme vous l'êtes, et peut-être encore plus de premier plan comme vous le deviendrez, mais en plus on a l'impression que le communautarisme, c'est toujours le communautarisme des autres,
Quand c'est le communautarisme musulman, c'est un problème. Les autres religions, ben, c'est moins grave. Et il y a une idée de 2 poids 2 mesures qui est en train de s'installer dans une partie de l'opinion. Voilà. Et je suis très surpris que ça soit par votre bouche que ce problème. Alors, on laisse répondre M. Copé à ça. C'est très bien qu'on en parle, parce que j'ai jamais eu l'occasion de répondre à ça, et c'est une très bonne chose qu'on puisse le faire. Donc je pense lever alors là-dessus vraiment toute ambiguïté. Je suis, alors pour le coup, je pense vraiment comme vous, totalement militant. Avec un juif, parce que c'est pas une injure, c'est une réalité, un juif, celui-là est de droite, qui est bien atlanto-sioniste, c'est facile à vérifier. Et en conscience, ma réponse est simple, il est dans l'intérêt de la France de reprendre toute notre place dans le commandement de l'OTAN. Je suis depuis toujours, à titre personnel, un ami d'Israël. J'aime ce pays, grande démocratie, dans une région où les dictatures continuent, hélas, de faire florès. Grand pays qui montre aux uns et aux autres qu'il est important de tout faire dans un esprit de dialogue. Arrogance, monsieur pain au chocolat, parce qu'on voit aussi qu'elle est salie. Or, je continue de penser que le projet de Nicolas Sarkozy, que nous avons tous collectivement d'ailleurs soutenu, qui consiste à la fois à être très ferme sur les questions de sécurité, de justice, d'immigration, et en même temps très courageux et pragmatique sur les questions économiques et de compétitivité, est le meilleur possible dans la période de crise que nous connaissons d'ailleurs. Sarkozy, hijo de puta. France. La trahison de Sarkozy, c'est aussi passé au niveau justement de l'or. Depuis que Sarkozy est ministre des Finances, donc c'est bien avant même qu'il soit président, il a plusieurs fois en douce vendu une partie des stocks d'or de la France, ce qui est fondamental, d'avoir des stocks d'or pour à un moment donné pour exister au moment où il y aura le chaos, au moment où toutes les économies, comment dirais-je, les monnaies papier vont s'écrouler, ceux qui pourront exister, faire un peu et montrer un peu leur existence, leur puissance de réaction et de salut par rapport à ce chaos généralisé, seront ceux qui ont de l'or, les particuliers et les États. Ça fait 3 ou 4 fois en douce que Sarkozy vend de l'or français à la baisse, alors que l'or, sans aucun intérêt pour la France, pour soutenir le dollar, c'est-à-dire la fausse monnaie papier de Wall Street. L'or de la France vendu par Sarkozy suite. Alors, problème de liquidité, encore et toujours cette même question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Ou une obligation de maintenir le cours de l'or très bas? On le sait. Toujours est-il que la Banque de France, elle, a vendu 56 tonnes de notre or en début d'année 2010, donc pour 1,3 milliard d'euros. Nous apprend la Tribune. Merci à M. Boisson qui nous fait suivre cette information. Rappelons une nouvelle fois que Nicolas Sarkozy, alors ministre du Budget, avait lui aussi vendu 600 tonnes d'or des Français pour acheter des billets Monopoly, des dollars et un peu d'yens. Et M. Boisson ajoute qu'il reste donc dans les caves à Roquefort 2379 tonnes d'or. Voilà, donc ils sont contents, ils ont gagné des sous. Voilà. Mais moi, je sais pas, pourquoi la Banque de France se sont-elles obligées de vendre 56 tonnes d'or alors qu'en ce moment l'or augmente en permanence? Et pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il vendu les 600 tonnes d'or des Français, de notre or? Seul De Gaulle a envoyé la Marine nationale récupérer les lingots d'or. Il l'avait vu avant lui. Il voyait bien que les mecs, ils impriment autant de dollars qu'ils voulaient. Et je crois qu'il y a l'Espagne aussi qui a récupéré ces lingots d'or. Et c'est tout. C'est les 2 seuls pays qui ont récupéré leurs lingots d'or. De Gaulle a pris tous les dollars qu'il y avait en France dans toutes les banques, etc. Il a tout envoyé aux États-Unis. Il a récupéré les lingots d'or qui sont à la Banque de France et que Sarkozy a vendu. Merci. Il faut se rappeler que quand Pétain a signé l'armistice, il a fait tout ce qu'il a pu pour que l'or de la France, le trésor français qui est l'or, échappe à l'Allemagne. Il faut regarder cet épisode. Il a sauvé l'or français. Pétain l'a fait. De Gaulle, quand sous les conseils de Friedman, Nixon a aboli la convertibilité du dollar en or, De Gaulle a exigé que lui soit rendu tout l'équivalent or de ses stocks de dollars, et ça a été fait dans la colère américaine, mais ça a été fait. C'est une des raisons de l'éviction de Gaulle après par mai 68 et la clique judéo-trotskiste. Mais De Gaulle et Pétain ont comme point commun, ce qui prouve que c'était d'authentiques patriotes dans le fond, ils ont sauvé l'or français. Sarkozy, lui, ça fait 4 fois qu'il liquide de l'or français pour soutenir notre pire ennemi qui est le dollar papier. Voilà. Donc
Donc voilà, sur le critère qui est fondamental de la défense d'un pays, de sa richesse et de son omi qui est l'or, Sarkozy est un traître et il faudra un jour qu'il s'explique sur ce vilipendage du trésor français. Voilà. Je vais vous dire qui c'est. Nicolas Sarkozy. Eh oui, parce qu'on n'est pas du même bord, mais pour Israël, on est du même bord. Et je suis ravi que pour la première fois, la France est élue au suffrage universel direct. Ce sera mon bonheur, dans mon malheur, est élu un juif président de la République. On avait eu Léon Blum et Mendès France, Premier ministre, mais on n'avait jamais eu un juif élu au suffrage universel. C'est un beau succès. Question délicate. J'en profite pour vous demander si être juif peut être un handicap encore aux yeux des Français pour devenir président de la République. Écoutez, personne n'en sait rien et il faudrait que... on ait un jour une élection d'un président juif et on pourra dire ce problème n'existe plus. Ce qui est vrai, c'est que... Ce que vous voulez nous dire, c'est que les instituts de sondage se refusent à poser cette question? Non, il y a des questions... si j'ai dit qu'un Français sur deux avait des réticences ou de l'hostilité à l'égard des musulmans ou de l'islam, j'allais dire, il y a quand même. Après, le tabou formidable qui existe dans ce pays depuis la Shoah, les débats, l'instruction civique, le tabou formidable qui existe dans ce pays depuis la Shoah, les débats, l'instruction... Parce que les Juifs, c'est pas comme les Auvergnats ou les Parisiens. Il y a eu la Shoah. Il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été conduits dans les conditions que l'on sait. Je veux simplement dire que la plus grande barbarie de l'histoire de l'humanité. Tout à fait. Parce qu'il y a, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu une planification scientifique visant à la destruction systématique des femmes, des enfants, d'une histoire de la mémoire. Et pas simplement au cours d'un épisode. C'est une volonté planifiée, organisée. C'est pour ça que la Shoah, dans l'histoire de l'humanité, a un trait particulier qu'on ne peut pas... De la Shoah. Que la Shoah. De la Shoah. Que la Shoah. Oui, on pose, on compte. Puis j'ai un perroquet qui répète tout. Baisse d'un ton, s'il te plaît. Ah, voilà. Ouais, Coco, ouais. Ouais, je suis ananas. De l'Intérieur. Et je crois qu'il y en a assez de ce silence convenu face au militantisme très choquant de Dieudonné qui régulièrement à travers ses spectacles et les reportages à la télévision récents l'ont montré, tient des propos absolument scandaleux qui doivent être condamnés. Je considère que dans cette affaire, ça n'est pas une question de droite-gauche, c'est une question de valeur de la République. Laisse-moi rire, c'est trop comique. Monsieur, les 4 leaders des grandes formations politiques françaises ne sont pas les uns contre les autres, mais bien unis comme les 3 mousquetaires des 5 doigts de la main. Un pour tous, tous pourris.